Très bien. Parfait. Ouais, du coup, Sylvain, SOS infirmier à Nantes. Moi, j'ai vu du coup qu'il y avait cette thématique qui se présentait. Nous, on a quand même pas mal de problématiques récurrentes autour des violences au domicile et de l'insécurité. Donc voilà, ça m'intéresse d'avoir des retours, sachant que nous, on a mis pas mal de choses en place. On est en plein dedans. Du coup, voilà, peut-être que je peux apporter quelque chose. Voilà. Merci. Je vais laisser la parole à Amandine. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Super, je suis désolée, j'ai un souci de caméra, je n'arrive pas à l'allumer, donc voilà. Donc moi, je suis Amandine Drouet, infirmière libérale sur Orvault. Pareil, en fait, ça nous arrive des fois d'avoir des patients un petit peu virulents ou des choses comme ça. Donc je venais voir un peu ce qu'on peut faire, à qui on peut, voilà, enfin, comment gérer ça. Euh, Adeline. Oui, bonjour. Adeline Chenu, moi je suis infirmière azalée à Orvaubourg. Alors ça m'est jamais arrivé, mais voilà. Vaut mieux prévenir. Donc, vu que parfois je suis seule au cabinet ou dans le bureau, voilà, pour prendre des informations. Super. Céline Tufferot. Et donc on est voilà, on est en groupe. Ah, ça coupe, Céline. Il n'y a pas le micro, Il n'y a ils ont pas de désactivé le micro. micro. Bon, on va passer à la prochaine personne. Ah non, ça y est, c'est bon. Oui, C'est bon? pardon. Voilà, c'est qu'on était voilà en groupe à la réunion et donc moi mes attentes c'était aussi de voir un petit peu quels réflexes on pouvait adopter quand on s'entend que ce soit voilà menacé, comment bien réagir sans céder à la panique. Très bien. Et donc, vous êtes à plusieurs, je vois, avec... Exactement. Attends. Super. Et donc, avec Pascal, la présidente, la coprésidente de la CPTS, quand même. Oui, oui, bonjour. Bon, moi, mes attentes, c'est qu'on fasse, on mette nos professionnels sur le territoire en sécurité, qu'on ait des petits tips. J'avais déjà participé à des réunions, il y a des trucs basiques qu'on oublie et voilà, des petits rappels. Ça serait super. Alors, C'est bon? oui. Ouais. Docteur Parléani, attends, Ouais, je Cécile. suis le docteur Parlani. Je me permets, je prends la parole, comme ça, on fait peut-être le tour de notre table. Si ça vous va, ça fera peut-être moins de bugs. Très bien. Ça vous va? Ouais. Moi, oui, je me joins en collègue, mêmes attentes, et savoir s'il y avait possibilité d'avoir des espèces de coupe-fil, des numéros un peu coupe-fil pour en cas de situation d'urgence. Voilà, c'était ça mes demandes. Merci. Je vous passe le docteur Sauvegrain. Bonjour, du coup Léopoldine Sauvegrain, je suis médecin aussi au Boragné. Du coup, mes attentes, ça va rejoindre ce qui a été dit. Effectivement, comment faire face, comment réagir dans une situation délicate, tendue ou qui peut dégénérer. Et voilà, est-ce qu'on peut s'équiper ou pas de matériel? Est-ce qu'il y a des choses qui existent, des choses légales? Voilà. Et je me permets de donner la parole à notre secrétaire qui est là et c'est elle qui gère en première ligne, qui voit tout le monde dans le couloir et des fois c'est un peu chaud en salle d'attente. Ah ouais. Bonjour, donc Nadège, la secrétaire. Ouais. Et donc oui, effectivement, si moi on me donnait également les numéros qui pourraient être utiles d'appeler en cas de souci quand les médecins ne peuvent pas venir l'aider tout de suite et de pouvoir gérer un cas de crise, ce serait sympa. Et la dernière. Oui, alors bonjour, docteur Kamlichi. Je n'ai rien à dire de plus. En fait, c'est les mêmes attentes que mes collègues. Ouais. Et en visite. Oui, en visite aussi, oui, c'est vrai. En visite, c'est vrai que, par exemple, la semaine dernière, je voulais faire une visite les soirs et je l'ai pas fait parce que c'est dans un quartier un petit peu dangereux. Je suis pas allée. Je savais pas trop comment faire. J'ai mis pour le lendemain, oui. Merci. Merci à toutes. Je vais demander à Louis de se présenter. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend bien. On m'entend? Oui. Oui. Du coup, je suis docteur Moreno, médecin généraliste à la SAPSOR. Et c'était moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout dans les cadres des gardes. Nous avons une consoeur qui a été agressée violemment et avec une tentative de viol en septembre. Et du coup, moi, j'ai fait des gardes au Cap des Saint-Herblain
où j'ai eu plusieurs de mes concerts qui refusent de faire des gardes parce qu'ils se sentent plus en sécurité. La dernière réunion qu'on a eue, on ne nous a pas proposé d'autres mesures de sécurité. Je voulais savoir s'il y avait un bilan qui avait été fait auprès des CAPS et s'il y avait quelque chose de prévu. Ok. Alors, Vincent? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Ah, cool. Moi, non, enfin, je voulais surtout témoigner sur une situation qu'on a vécue, en fait, avec agression d'un patient. Enfin, pas d'un patient, du fils d'une patiente. Et c'est surtout sur nos obligations en tant qu'infirmier de continuité des soins dans ce cadre-là, quoi. Ok. Et bon, après, je pourrais raconter tout ce qu'on a fait, hein, déposer plainte et tout ça, quoi. Je voulais surtout savoir comment nous, on était protégés par rapport à la patiente, parce que c'est pas directement la patiente qui a été agressive, c'est l'aidant, quoi, le fils. Ok. Je pense que l'ordre pourra nous apporter des éléments. Alors, Anne Garpillon? Oui, bonjour. Bon, moi, je suis seule à mon cabinet et je fais du domicile. J'ai pas eu de problème d'agression pour l'instant, mais c'est plus par prévention. Voilà, savoir quels sont les comportements à adopter. Super. Betty? Bonjour, je suis Betty Gaudy, orthophoniste sur Orvo. Et je suis ici pour... alors, j'ai jamais été agressée, mais je souhaite savoir ce qui existe sur le territoire et voilà, en prévention, savoir qui contacter si besoin. D'accord. Anaïs? Oui, alors moi, vous m'entendez? Oui. Oui, donc moi je suis Anaïs Dessolières, orthophoniste à La Chapelle-sur-Erdre et je fais quasiment exclusivement des visites à domicile. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, alors pas de me faire agresser, mais de me sentir vraiment en situation très très limite. Et voilà, j'étais peinée de savoir ce que je pouvais faire pour me sortir de là. Très bien. Voilà. On va finir avec Edith et enfin Fabienne. Donc, on commence par Edith et après Fabienne. Bonjour, donc moi je suis kiné sur Orvo uniquement à domicile et j'ai déjà été dans des situations délicates avec des patients. C'est toujours compliqué quand on est au domicile et des gens seuls. Donc c'était pour avoir peut-être justement je sais pas, des tips, des choses qui pourraient nous aider, des réactions à avoir. Et excusez-moi, j'ai oublié Fanny. Donc, je vais laisser Fanny ou à Fabienne. Et bien, Fabienne. Fabienne. Oui, bonjour, donc Fabienne Leno, infirmière libérale sur Orvault, mais aussi également en limite de Nantes, donc avec des questionnements quand même par rapport à la montée en charge de la violence dans certains quartiers, et notamment depuis quelques années, et qui se termine effectivement par des coups de feu quand même en pleine journée, en bas d'immeubles et de tours où on intervient, et ben, que faire, quels sont les éléments, enfin et notamment avec quand même un trafic de drogue qui est instauré, comment on peut aller en toute quiétude aller soigner les gens. Merci à tous déjà pour ce premier tour de table qui nous permet un peu d'avoir un regard sur vos attentes et vos besoins. J'ai oublié de présenter ma collègue, donc je te laisse parler. C'est grâce à elle que cette visio fonctionne. Donc, Bonjour, du coup je suis Lola Dubreuil, je suis chargée de mission accès aux soins à la CPTS Ardres-Essence. voilà. Donc merci à tous. Je vous propose qu'on commence les présentations. Donc on va commencer par la présidente régionale de l'Ordre des infirmiers et ensuite on enchaînera par les référents sûreté de la police nationale. Donc je vous laisse commencer, Karima. En présentation avec mon PowerPoint ou Oui, oui, ouais, carrément. D'accord, ok. Donc je vais partager ce que je vous ai préparé. Donc bonjour à tous. Merci pour cette mobilisation. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Oui. Oui. Ça va? Ok, d'accord.
Donc moi, je suis Karima Ghezal, je suis présidente régionale de l'Ordre des infirmiers Pays de la Loire et aussi conseillère départementale. Et il est vrai que ce sujet à l'Ordre nous tient à cœur depuis plusieurs années. Et je vais vous présenter ce que nous avons mis en place et les propositions actuellement faites auprès de nos instances, de nos ministères, pour justement protéger la profession. Donc, ce que j'ai souhaité dans un premier temps, c'est aussi de rappeler la définition de la violence, parce que il faut bien la maîtriser, cette définition. Alors, selon l'OMS, vous voyez bien que c'est la violence, l'usage délibéré ou la menace d'usage de force physique ou de puissance contre soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté, qui peut entraîner un risque fort de traumatisme, de décès, de dommage moral, un mal développement ou une carence. L'Organisation internationale du travail donne la définition de toute action, tout incident ou tout comportement qui s'écarte d'une attitude raisonnable par lesquelles une personne est attaquée, menacée, lésée ou blessée dans le cadre ou du fait direct de son travail. Il m'a semblé important de rappeler ces deux définitions parce que nous, au niveau de l'ordre, nous pouvons recueillir vos déclarations, mais ce que nous entendons très souvent, oh oui, mais c'était qu'une insulte oralement, c'est pas grave. Les professionnels de santé sont beaucoup dans la résilience. On en a beaucoup échangé, et d'ailleurs avec le comité d'éthique du CHU de Nantes, notamment sur les violences dans les services de psychiatrie, où ben, les infirmières ben, ne déclarent pas, subissent cette violence verbale, physique, et on trouve ça un peu dommage de ne pas déclarer, parce que vous verrez qu'il y a très peu de déclarations, et faire une déclaration, c'est aussi, j'aime pas dire ce mot-là, mais je vais le dire quand même, c'est aussi apporter un certain nombre des statistiques auprès de nos tutelles pour faire avancer les textes et pour amener des dispositifs qui pourraient mettre en sécurité les professionnels. Donc, je vous en parlais, violence verbale, violence physique qui entraîne ou pas un ITT, les violences sexuelles aussi, et les violences envers les biens. Voilà les différentes formes de violence. Donc, dans la violence verbale, bah oui, l'insulte, l'outrage, la menace de mort, acte d'intimidation. Eh bien, tout ça, ce sont des violences qui doivent être prises en compte et ne pas être minimisées. Qui est victime? Ben, j'ai parlé des infirmiers, parce que je parle des infirmiers, mais c'est tous les professionnels de santé, hein, qu'ils soient salariés du public, salariés du privé ou libéraux. Et le plus souvent, ben, les patients ou les proches des patients. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, Vincent, qui pourra peut-être nous en parler plus tard, eh bien évidemment. Alors, nous, pour les infirmiers, qu'est-ce que l'ordre a mis en place? Déjà, l'ordre a mis en place, chaque infirmier a son espace personnel. Sur son espace personnel, il y a un onglet signalement. Chaque infirmier peut déjà déclarer tout fait de violence sur son espace. Alors, j'ai eu la question tout à l'heure, continuité des soins, rupture, je me fais agresser, qu'est-ce que je fais? À partir du moment où l'infirmier, le professionnel de santé, hein, on va dire, euh, euh, est en danger imminent pour sa sécurité, il peut se retirer. Il peut se retirer des soins, il peut se mettre en sécurité, déposer plainte pour tracer les faits, contacter le médecin prescripteur, ça c'est extrêmement important, en expliquant la situation afin que le médecin puisse aussi voir avec l'infirmier agressé le relais. Signaler sur votre espace ordinal. Vous pouvez porter plainte et sachez que l'ordre infirmier peut s'associer à la plainte, euh, euh, s'associer à la plainte. Voilà. En cas d'absence
en cas d'absence de danger imminent, la continuité des soins est obligatoire d'un point de vue déontologique. On est quand même, enfin, les infirmiers sont quand même les seuls professionnels à avoir cette obligation de soins qui va évoluer avec les textes, hein. On est en train de travailler là-dessus avec le ministère, avec le Conseil d'État, pour faire évoluer cette continuité des soins en cas de violence et nous n'aurions plus le danger imminent. Ça va évoluer. On vous tiendra au courant lors de l'évolution de notre code de déontologie. Si vous devez avoir une rupture de soins, vous dites, ben non, moi je peux plus, je ne suis pas en danger, mais je peux plus. Ben dans ces cas-là, il faut suivre la procédure d'interruption, c'est-à-dire informer le patient, s'assurer d'un relais, transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins, à l'infirmier qui prendra le relais, informer le médecin traitant et donner un délai, évidemment, puisqu'il y a cette continuité des soins. Donc, quelques conseils, peut-être y aller à deux. Euh, Si vous avez des collègues hommes, parfois ça peut aider. Euh, voilà, ce type de choses qui peuvent être mises en place. Donc, porter plainte ben, auprès de la police ou de la gendarmerie ou du procureur de la République. Si vous ne connaissez pas les coordonnées de l'auteur, vous portez plainte contre X. On entend très souvent, nous à l'ordre, les infirmières disent: ah ouais, mais moi je veux pas que mon nom apparaisse. Il n'y a pas de souci. L'infirmière peut tout à fait porter plainte en préservant son anonymat. Elle porte plainte contre X, même si elle connaît l'identité de l'auteur. Alors sur place au commissariat ou à la gendarmerie, ou par courrier au procureur de la République. Parce que on l'entend souvent, hein. Ah mais non, mais j'ai pas porté plainte, j'ai peur des représailles. Mais c'est pas grave, faites la démarche quand même. Et le signalement sur le site de l'ordre, c'est un signalement qui reste dans votre espace. Après, je vais vous expliquer nous comment on vous accompagne. Si vous demandez à ce que ce ne soit pas divulgué, ce ne sera pas divulgué, puisque c'est une information entre vous et les représentants de la profession. Pour se constituer partie civile, il faut avoir subi un préjudice causé par l'infraction corporelle, morale ou de biens. Le conseil départemental de l'ordre peut se constituer partie civile pour soutenir la plainte de l'infirmier, à condition d'en avoir eu connaissance par votre déclaration sur votre espace adhérent. Alors, attendez, ça, je vais y revenir après. Euh, Au niveau de l'ordre, infirmier, dans chaque département a été nommé depuis plusieurs années des référents violences. À partir du moment où vous déposez sur votre espace personnel de l'ordre, vous déclarez le fait, des référents violents prennent contact avec vous, échangent avec vous, peuvent vous accompagner dans vos démarches auprès de la police, de la gendarmerie, et pour porter plainte également. D'accord? Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a été mis en place et vous en avez dans chaque département. Vous ne serez pas seul face à ces situations. Alors, pour vous dire, nous avons 25 344 infirmiers inscrits au tableau de l'ordre, euh, tout type comment je vais dire, tout type d'exercice, pardon. 1430 infirmiers libéraux. Infirmiers libéraux et salariés en mix, ça fait au total 1515. Nous avons, entre 2022 et 2024, eu 61 signalements. Je voulais vraiment vous montrer ces chiffres parce que pour moi, il y en a beaucoup plus que ça. Mais ça n'est pas déclaré. Donc, vous voyez, euh, bon, cette déclaration permet d'abord un accompagnement, permet
aux infirmiers de ne pas être seuls, de vous expliquer aussi les démarches que vous pouvez faire, l'aide que peut vous apporter l'ordre, et aussi ce que nous allons pouvoir faire remonter auprès de nos tutelles. Ce qui a été demandé à la direction générale, ça c'est l'ordre national, il a été demandé des mesures spécifiques pour les infirmiers, c'est-à-dire quand un infirmier arrive à la gendarmerie, eh bien qu'il puisse avoir un accès prioritaire. Alors nos référenciers sûreté vont nous indiquer comment ça se passe sur Nantes, faciliter et simplifier. En cas d'urgence absolue, vous devez toujours avoir ces numéros-là, le 17 et le 112, qui vous apporteront une réponse urgente et adaptée. Donc vous appelez la gendarmerie ou la brigade numérique. Il faut savoir que les services peuvent se rendre au domicile d'un infirmier victime ou se rendre sur le lieu de travail pour recueillir la plainte. De toute façon, signaler, il peut y avoir également des patrouilles supplémentaires pour surveiller. Alors vous allez me dire, ah oui, c'est pas grand-chose. Je vous entends un petit peu, mais on avance quand même. Il y a un numéro utile pour les professionnels de santé anonyme gratuit. C'est une association de psychologues. C'est un numéro national. Vous pouvez les appeler à tout moment. Moi, je sais qu'il y a pas mal d'infirmiers qui les appellent. euh, Parfois en tournée, ils ont un coup de blues ou un coup de peur. Et ils échangent avec cette plateforme, donc des psychologues qui proposent leurs services bénévolement pour les professionnels de santé. Euh, Au niveau national, le nombre de signalements, 1558 signalements. 79% ont été faits par des femmes. 967 par des professionnels en libéral. 229 salariés du public. 164 en activité mixte, salariés et libérales. Et 134 du privé. Ça, ce sont les données à septembre 2024. Les propositions de l'ordre. Nous, ce qu'on demande, c'est que les professionnels soient formés afin de détecter, prévenir et savoir déclarer les faits de violence, tant dans la formation initiale que dans la formation continue. On a demandé à ce qu'il y ait des critères d'inclusion lors des accréditations ou des évaluations concernant la protection des salariés par les employeurs en matière de violence, soit par les usagers, les proches, mais aussi nous avons les violences entre soignants également. Conclure des conventions avec la police-justice sur tous les territoires pour la mise en œuvre de systèmes d'alerte et une meilleure prise en compte des plaintes et des signalements. La mise en place d'un système de déclaration rapide, simple, faut pas que vous y passiez 3 heures, quoi. Et développer davantage de systèmes de soutien et d'accompagnement. Parce que cette plateforme de psychologues, c'est bien, c'est la seule qui existe, mais on aimerait qu'il y ait davantage d'accompagnement possible. Alors, un réel dispositif santé, police, justice sur la priorité des violences faites pour les soignants. Il y a des propositions qui ont été déposées par 5 ordres. Il y a les médecins, les kinés, les chirurgiens, les infirmiers, bien évidemment. Les kinés, j'ai déjà dit. Et on demande également l'adoption de la circulaire du 24 septembre 2023, qui est relative aux relations entre les parquets et les ordres infirmiers, afin de partager les déclarations, parce que parfois ça arrive à la police, ça arrive au parquet, ça arrive au procureur, mais nous, on n'a aucune information. Et puis, on peut avoir des plaintes de patients. L'infirmière m'a abandonné. Ben non, sauf que on n'a pas tous les éléments. Il n'y a pas eu de continuité de soins. Vous voyez, en fait, tout est imbriqué
euh, ensemble. Et donc, il est important pour nous aussi d'avoir ces informations pour accompagner les professionnels et pour pouvoir aussi apporter des réponses aux usagers. Parce qu'aujourd'hui, enfin, je dirais depuis 2024, nous avons de plus en plus d'appels d'usagers, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc le circuit court, les audiences spécialisées, le partage de déclarations, enfin tout, voilà ce qui est demandé afin d'avancer sur ce sujet des violences. Euh, Vos référents violences sont à votre disposition. Déclarez, portez plainte et sollicitez-nous pour vous accompagner également, puisqu'on est là aussi pour de l'entraide. Voilà. Merci beaucoup. C'est Merci. idée toute simple, mais on va débattre. On va continuer. Exactement. Je vais laisser la parole au référent sûreté, et puis l'idée, c'est d'après avoir du temps d'échange. Donc, je vous laisse enchaîner, et si vous voulez, autrement, enfin voilà, je vous laisse. Ouais, bonjour à tous. Donc en fait, nous sommes spécialisés dans l'acte de malveillance, la lutte contre l'acte de malveillance. C'est-à-dire que on est là, en fait, c'est deux mots qui s'opposent souvent à la sécurité. La sécurité, c'est plus l'incendie, le risque, je dirais, naturel. Et nous, vraiment, c'est l'acte de malveillance, l'acte de nuire intentionnellement. Donc on est un peu au fait de tout ce qui se passe sur ces fonctionnements-là. Il y a plusieurs questions qu'on a notées, mais en gros, que j'ai notées tout à l'heure. Mais en gros, ce qui ressort, c'est qu'est-ce que je fais quand je suis dans mon cabinet médical? Qu'est-ce que je fais quand je suis dans mon cabinet médical, mais que je me sens en danger et que je suis seul? Et les déplacements à domicile. En gros, c'est trois gros thèmes qui ressortent de ce que on a pu entendre. Euh, on n'a pas forcément la réponse sur tout, mais on a des voies à vous donner. Après, j'ai noté aussi les numéros, comment les procédures, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre, enfin, arriver facilement à pouvoir déposer plainte ou des choses de ce type-là, ou à faire remonter l'information comme quoi je me suis fait agresser. Ça, pour nous, c'est primordial. Au-delà de le faire sur votre site, ça nous permet aussi à nous hélas, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir des chiffres. Ces chiffres-là nous permettent d'avoir plus de moyens et de pouvoir déployer aussi et justifier certaines conventions, notamment celle dont Madame Guézal a parlé tout à l'heure sur la police, justice et secteur soins, santé. Ensuite, il y a un point aussi qui est important, c'est le niveau de l'atteinte. Il n'est pas du tout le même en fonction du ressenti des personnes. Et c'est un peu là la difficulté qu'on a souvent sur le terrain, c'est-à-dire qu'une insulte n'est pas perçue de la même façon dans un secteur, je dirais, urbain défavorisé et dans un secteur un peu moins défavorisé. Et pourtant, c'est une atteinte comme les autres, et il faut y remédier, et c'est pas, l'accepter, c'est pas forcément la meilleure solution. Voilà. Je ne sais pas dans quel ordre après on peut lancer la discussion. Euh, Est-ce que on passe sur des questions? Est-ce qu'on vous propose quelque chose ou voilà, je sais pas. Comme vous le sentez. Est-ce que vous voulez des questions-réponses? Peut-être que ça sera plus direct, ou alors est-ce que. Peut-être partir sur déjà ce qui a été relevé. Comment je fais, quelle procédure Alors actuellement, le plus simple, quand vous vous sentez, quand vous êtes agressé, c'est de faire le 17. Là, il y a pas à chercher à comprendre. On a, alors, j'ai entendu que vous aviez des personnes aujourd'hui là qui sont sur la zone gendarmerie. Et hélas, nous, on est en zone police et on ne pourra pas forcément répondre. C'est dommage parce on s'entend très bien avec nos homologues gendarmes et on aurait pu leur demander de venir aussi. Ah oui. Et ils auraient pu répondre. Mais globalement, la réponse, elle est à peu près identique, sauf qu'eux, ils ne traitent pas l'urgence de la même façon que nous. Mais bon, c'est pas grave. Au moins sur la zone police, on peut vous répondre, c'est que quand vous êtes agressé,
il faut faire le 17. Il n'y a pas, c'est le numéro ou 112, hein, comme vous voulez, mais le 17, c'est lui qui vous permettra déjà d'appeler des secours, de dire ce qui se passe et d'avoir une intervention, surtout si c'est une agression physique. En général, que vous soyez médecin ou une simple citoyen, vous êtes prioritaire sur toutes les interventions. Tout ce qui est agression, je dirais, physique, si une patrouille est dans le secteur, elle arrêtera d'aller mettre des amendes ou je ne sais quoi enfin, ses occupations pour venir aider la personne qui est en difficulté. Donc ça, c'est un point qui est assez fondamental. Si, si vous les appelez pour lui dire que en fait, il y a un monsieur qui vous a regardé bizarrement dans la salle d'attente, que vous savez pas trop ce qui va se passer, là, vous êtes plus du tout prioritaire. Je vous le dis, hein, parce que c'est les faits, c'est la réalité. Euh, donc là, il va falloir procéder à ce qu'on appelle un peu d'éducation, c'est-à-dire savoir des scénarios, comment je vais traiter cette situation. Est-ce que c'est ce que j'ai vu à un moment donné, hein, les tips, les réflexes sans céder à la panique, c'est ce que j'ai noté. Ça, il existe des formations, il existe des gens qui peuvent vous aider là-dessus. Nous, on peut éventuellement enfin, y aller, mais là, aujourd'hui, c'est super court. Enfin, ça sera très compliqué de donner des billes à tout le monde parce que vous pensez bien qu'il y a plein de situations et donc il y a plein de réponses. Même s'il y a un fond, c'est compliqué d'avoir toujours la même réponse et à la même enfin, à plusieurs situations. Donc ça, c'est compliqué. Ensuite, en zone police, pour déposer plainte, alors en effet, il y a l'anonymat, mais maintenant, vous pouvez le faire en ligne. C'est-à-dire que vous le faites en ligne, ensuite, on vous appelle pour prendre rendez-vous, et c'est très rapide. Enfin, il y a à peu près, surtout si c'est des violences physiques ou des choses de ce type-là. D'abord, si c'est des violences physiques, vous allez avoir forcément une patrouille qui va se déplacer chez vous, normalement. Ils vont venir relever les faits et ce qui s'est passé, ce qui amènera un peu plus de billes pour la procédure. Et du coup, vous serez prioritaire si vous allez au commissariat déposer plainte. Vous aurez très certainement aussi à faire une visite pour avoir votre nombre de jours d'ITT, des choses de ce type-là. Mais pour tout le reste, tout ce qui est insulte, je dirais, on appelle ça. Ouais, les insultes, les incivilités. Ouais, voilà. Pour tout le reste, ça, c'est vous faites une plainte, hein, et vous pouvez le déclarer en ligne. Si c'est pas pris sur une plainte, ça sera sur une main courante, etc., etc. Donc il y a forcément une trace de ce que vous avez fait sur sur nos chiffres, sur nos données à nous. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai vu noter? Toc, toc, toc. Ce qui pose le plus problème pour nous, c'est pas tant les incivilités qui se passent dans vos cabinets, même si après il y a des conseils. Je vais laisser Nathalie après faire ça là-dessus, celle qui a développé cette partie-là sur qu'est-ce que je fais quand je suis dans mon cabinet tout seul ou toute seule. Ce qui pose le plus de problème, c'est quand vous êtes en déplacement chez un patient. Là, vous avez plusieurs types de problèmes. L'accès déjà à l'immeuble ou à la maison, où vous pouvez avoir, je dirais, ce qu'on appelle des divers petits commerces qui peuvent générer de l'insécurité. Et puis, l'agression ou la sensation de mal-être quand vous êtes chez le patient. Donc ça, et on n'a pas trop de solutions, si ce n'est avoir ce qu'on appelle des systèmes d'alerte de type protection du travailleur isolé. Vous pourriez, ça je ne sais pas dans quel cadre et dans quelle mesure, parce que j'y ai pensé en vous écoutant tout à l'heure, avoir ce qu'on appelle des caméras piétons. Alors évidemment, vous ne pouvez pas la déclencher quand vous êtes à domicile, mais entre le trajet voiture-domicile, vous pouvez les actionner si vous ne vous sentez pas en sécurité. Ça permet, nous on a ça sur des conflits au niveau police et citoyen. Ça permet de bien dégonfler les situations quand les gens se sentent filmés, se savent filmer. Tout de suite, le ton baisse un petit peu et
et le rapport de force je dirais, s'estompe. Voilà. Après, c'est pas non plus à mettre dans tous les cas et dans toutes les situations, hein. Si vous êtes sur un trafic de stupéfiants en bas du hall, si vous venez arriver avec votre caméra piéton, ça va mal se passer, hein. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais dans certains cas, ça peut aider. Après, on a aussi, avant d'aller sur un client qui est nouveau, vous pouvez aussi, il me semble que j'avais vu ça à l'ordre des médecins, là, chez SOS Médecins. Vous avez la possibilité de vérifier les antécédents médicaux, il me semble, quelque part. Savoir si la personne, elle est sous stupéfiant ou pas, avec des choses de ce type-là, s'il s'est déjà fait repérer. Vous avez accès à ça ou pas, vous? Ouais. Donc ça, déjà, avoir le réflexe de savoir où vous mettez les pieds. Pas forcément sur la zone géographique, mais à quel type de patient vous avez affaire. Surtout s'il est nouveau. Voilà. Après, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Je vais laisser la parole à ma Bonjour. collègue. Pour en revenir à ce que disait Olivier, au niveau des consultations, ça peut être utile aussi peut-être de voir avec les référents violences que vous avez, voir si eux ont un listing des personnes qui ont déjà commis des incivilités ou des agressions auprès de professionnels. Et peut-être que en amont, se renseigner, si vous allez chez tel client, vous vous renseignez si cette personne est auteur de problèmes. Et à ce moment-là, eh bien, on évite une consultation à domicile. Vous pouvez également ne pas hésiter à communiquer le lieu où vous allez à vos collègues pour que vous ne soyez pas seul en fait ou qu'il y ait une alerte de données en cas de consultation trop longue ou des choses comme ça. On peut également faire tracer son téléphone par ses collègues. Au moins, ça leur permet de suivre le trajet qu'on fait et voir si tout se passe bien. Après, je sais que ça peut être un petit peu chronophage, mais ça peut être une piste. Il y a aussi des formations qui existent, hein, comme on disait tout à l'heure, pour la gestion des conflits, pour désamorcer une situation tendue. Donc ça, je pense que ça pourrait peut-être être envisageable de former les professionnels de santé afin d'être mieux armés pour faire face à des conflits ou des situations stressantes. Pourquoi pas non plus penser à faire de l'autodéfense, c'est-à-dire s'inscrire dans des clubs de sport, c'est bon pour le moral. Et en même temps, ça permet également de pouvoir anticiper une situation un petit peu critique. Et ça, pour moi, c'est les principaux thèmes à explorer pour des visites à domicile. Après, si vous avez un instinct, il faut aussi suivre son instinct. Et s'il y a quelque chose qui nous dit non, ça, cette situation, je ne la sens pas, il ne faut pas hésiter à annuler la visite à domicile et préférer à un autre moment que la personne se déplace avec un tiers, mais éviter de se mettre en danger. Je vois qu'on a une question dans le chat. C'est le cabinet de Pascal Geffroy. Est-ce que vous voulez l'évoquer? Est-ce que vous voulez prendre la parole? Je vais la poser du coup. C'est concernant les boutons d'alerte sous les bureaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tout à fait, on va y venir. Là, c'était vraiment la partie visite à domicile. On va venir sur la partie… Le temps que je trouve le son, excusez-nous. Alors nous, on n'a aucune info sur la consommation antérieure des gens, surtout à la maison médicale de garde. On a travaillé avec les régulateurs pour pas qu'ils nous envoient des gens sous emprise d'alcool ou sous emprise de produits. Mais l'agression qu'il y a eu, c'était un gars qui était sous emprise de kétamine et ça n'aurait jamais dû arriver en cabinet de ville. Donc l'interconnaissance est vraiment fondamentale pour savoir qu'on est seul sur les gardes et qu'on ne doit pas nous envoyer des gens qui ne sont pas en capacité de prendre d'avoir tous leurs moyens intellectuels. Surtout, nous, on ne sait rien autrement en dehors de ce qu'on a noté nous-mêmes dans les dossiers. On n'a pas accès à quoi que ce soit comme fichier. Et la question justement… Et on avait des datis à la maison de garde qui ont été arrêtés. On va pousser pour en avoir d'autres. J'aurais bien aimé avoir votre ressenti par rapport à ça. Et puis, on s'en servait pas bien. Donc, peut-être avoir des démos avec l'ADOPS, l'association des médecins de garde. Parce qu'en fait, un dati posé sur le bureau, quand on est par terre, ça ne sert plus à grand-chose. Et puis, nous, au niveau de nos cabinets, on se posait la question d'avoir des boutons d'alerte sous le bureau. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça coûte cher. Est-ce que c'est utile? Et des caméras dans les salles d'attente, est-ce que c'est utile? Alors, donc je pense qu'on va passer à la partie, locaux sur place, en fait, puisque la partie domicile, visiblement, il n'y a pas de question. Au moins.
Pour tout ce qui est locaux, bien évidemment, les boutons sous les bureaux sont très utiles. Les datis sont très utiles également, mais il faut qu'ils soient portés au cou de la personne ou dans la poche. Il ne faut pas qu'ils soient sur le bureau parce que sinon, si on se lève ou si on est agressé, on n'aura pas le temps de prendre le dati. Donc, c'est très important que ce dispositif soit sur le personnel soignant. Mais pour revenir, je vais faire en fait, quand on part sur une visite d'un lieu, on commence par la périphérie déjà, donc c'est tout ce qui est autour du cabinet. Donc il faut quand même s'assurer avec les services de Nantes Métropole, c'est plus eux qui sont responsables de la périphérie, que l'éclairage du site est performant, que la signalétique est claire et nette, qu'il y a de la surveillance naturelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens autour, on évite les cabinets où on est isolé, où il n'y a aucune surveillance, et que la végétation soit plus ou moins peu dense pour éviter les zones de cache. Ensuite, on rapproche un petit peu notre étude et on se concentre sur la périmétrie. Donc, la périmétrie, c'est l'espace qui est vraiment au plus proche du cabinet. Donc, il faut que la clôture soit le plus hermétique possible pour éviter les intrusions. Il faut qu'il y ait des contrôles d'accès sur les portails et les portes, en fait, pour éviter qu'un véhicule puisse passer ou qu'un piéton puisse passer sans qu'on lui ait donné l'accord de rentrer. Ensuite, il faut qu'il y ait un système de vidéo pour pouvoir visualiser les extérieurs du cabinet. Je vous dis tout vraiment, c'est des choses qui rehaussent le niveau de sûreté du cabinet, en fait. Sur les fenêtres, on doit y mettre des films sans teint pour que vous ayez un visuel sur l'extérieur, mais qu'on évite que vous soyez observé par l'extérieur. Et toutes les portes extérieures, il faut qu'elles soient sous contrôle d'accès. C'est-à-dire qu'aucun patient ne doit pouvoir rentrer dans le cabinet ou sortir de votre cabinet si vous n'en avez pas validé l'entrée ou la sortie. Donc ça, c'est très important. Devant les cabinets, c'est toujours bon aussi d'y mettre des bornes anti-bélier pour éviter l'attaque d'un véhicule bélier contre le cabinet ou contre vous. Donc ça, c'est tout ce qui est mesure périmétrique. Ensuite, je vais venir donc au noyau, au centre, au cabinet en lui-même. Donc, on avait visité avec mon collègue, c'était les maisons médicales, donc on en a fait quelques-unes et on s'est aperçu qu'il y avait quand même des choses à faire. C'est pour ça qu'on a apporté un petit peu de préconisation pour aider à l'amélioration du site. Et on s'est aperçu que les bureaux des médecins et des secrétaires étaient généralement au fond du bureau. Alors que la priorité serait de mettre le bureau le bureau du médecin ou le bureau de la secrétaire à proximité de la porte pour qu'elle puisse s'échapper ou qu'il puisse s'échapper rapidement du local pour pour se protéger en fait. Alors que là, dans tous les cabinets qu'on a fait, c'est tout l'inverse. On rentre et généralement, le bureau du médecin est tout au fond du cabinet. Je m'exprime, vous voyez bien ce que je veux dire? Ce qui fait qu'il est forcément acculé en cas de problème. Voilà. Et du coup, il n'a aucun moyen de fuite. Alors que s'il a vraiment la possibilité de sortir rapidement du cabinet, déjà, ça lui permet de désamorcer la situation parce que l'individu, du coup, est agressif, mais il n'y a plus personne qui est là pour subir son agression. Le médecin est parti ou la secrétaire est partie. Ensuite, bien évidemment, ce qui est le bien, c'est d'avoir un espace plus ou moins clos ou à l'écart, en tout cas, pour pouvoir protéger le médecin ou la secrétaire. Vous voyez ce que je veux dire? On est un espace un petit peu plus en retrait avec une clé, on s'enferme et ça nous laisse le temps de prévenir les secours et d'appeler de l'aide en fait. Ensuite, donc on en vient au bouton d'alerte. Ça, c'est une très bonne solution. Nous, c'est vraiment ce qu'on préconise également, les boutons d'alerte sous le bureau. L'autre fois, on a eu la réflexion de quelqu'un. Le problème, c'est que quand ils se sentent agressés ou acculés, ils ont tendance à reculer du bureau. Et du coup, ils n'ont plus la possibilité d'appuyer sur le bouton. Donc, c'est peut-être mieux d'avoir du coup le DATI, le dispositif d'alerte, qui est vraiment accroché à soi, pas avec une corde. On y met un élastique autour du cou, pas une corde. Hein. On ne veut pas qu'on se fasse étrangler. On y met un élastique autour du cou avec le DATI et dès qu'on a besoin, on appuie dessus pour signaler les faits et pour aviser qui que ce soit. Donc ça, c'est vraiment très important. Après, tout ce qui est médicaments, les médicaments qui intéressent les dealers ou les choses comme ça, ou les seringues, les aiguilles, tout ça, ça doit être stocké dans des armoires fermées, verrouillées, pour éviter non ouvertes. Elles ne doivent pas être ouvertes parce que si elles sont à la vue du public, en fait, forcément, ça peut les tenter. Donc ça, c'est très important. Et dans une autre mesure, tout le matériel informatique doit être rangé le soir pour éviter d'être à disposition dans les bureaux.
Donc ça, après, on peut avoir aussi de l'organisationnel, hein, tout simplement. Je dirais, le professionnel de santé peut aussi porter un sifflet. Parce que s'il a une agression, ça paraît bête, mais s'il a une agression en cours, le fait de siffler, ça va désarçonner son agresseur, en fait. Et il va être vraiment surpris par la situation et il risque tout à fait d'arrêter son agression, en fait, et de redescendre en tension. Il y a des fois un petit fait très, très, très simple et ça les fait vraiment casser la dynamique agressive. Donc je vais vous lister quelques préconisations à prendre en compte. Pareil, mensuellement, régulièrement, il faut contrôler que le bouton d'alerte fonctionne. Donc, ne pas hésiter à l'utiliser, voir s'il est toujours bien relié au numéro, voir si ça sonne bien, s'il y a une bonne réponse. Il faut régulièrement vérifier l'état des mesures de sûreté. Et puis ça vous permet aussi de tester les délais de réponse, parce que si vous savez que quand vous appuyez et qu'il y a 20 minutes ou 30 minutes d'attente avant que quelqu'un y réponde, vous savez que du coup, il faut peut-être pas attendre que mettre tous vos espoirs dans ce DATI, quoi, entre guillemets. Voilà. Tout à fait. Donc, pareil, comme je disais tout à l'heure, donc les formations du personnel, très important. L'ordonnancier, c'est pareil. L'ordonnancier, c'est souvent quelque chose qui attire un petit peu pour faire des vols ou pour ensuite faire de fausses ordonnances. Donc ça, c'est pareil. C'est un cahier qui doit être rangé. Il ne doit pas être à la vue du public, il doit être rangé. Le médecin le sort pour faire son ordonnance et il le rentre immédiatement. Et tout ce qui est objet coupant, les ciseaux ou un ouvre-lettre, tout ça, ça ne doit pas être présent sur le bureau. C'est des objets banals, enfin bah oui, banals, tout à fait simples pour tout le monde, mais c'est des objets qui peuvent être utilisés. Tout comme les crayons Bic, un crayon de bois. Ça, on vous l'enfonce dans la gorge, ça fait pas du bien. Donc tout ça, on évite de laisser ça sur le bureau à disposition. Il faut éviter de laisser en place, en fait, du matériel qui pourrait être détourné de son usage. Donc, au niveau des salles d'attente, c'est pareil. Le mobilier, normalement, ne doit pas être laissé comme ça dans la salle d'attente. Il doit être scellé au sol. Si vous ne pouvez pas le sceller au sol, il faut mieux utiliser du plastique. Si ces objets servent de projectiles, ils feront beaucoup moins de mal en plastique qu'en métal. Donc, c'est des petites choses qui sont, vous voyez, qui n'ont pas grande importance, mais qui, au final, peuvent vraiment élever le niveau de sûreté des cabinets et des professionnels de santé. Et donc installer de la vidéo, nous, on est plutôt pour, parce que forcément, c'est quand même un petit peu dissuasif. Il ne faut pas hésiter à mettre une caméra, en fait, avec un report sur un écran à la vue du public. Et un affichage, vous êtes filmé, tout acte violent sera enregistré et il y aura des poursuites judiciaires. Il ne faut pas hésiter à vraiment informer son public. Et du coup, sur certains, ça n'aura aucun effet, hein. Mais sur d'autres, ça aura vraiment un effet dissuasif et ils éviteront de passer à l'acte. Ou ils iront dans un cabinet où il n'y a pas ce système en place. Et donc aussi, je voulais dire, avant de partir de son cabinet, c'est bien d'avoir un visuel sur l'extérieur pour éviter de sortir et de se retrouver acculé à un agresseur, à un potentiel ancien patient ou un potentiel mécontent. Donc, il faut avoir soit un Judas sur la porte, ça dépend de la configuration, bien sûr, hein. Soit un Judas sur la porte pour voir derrière la porte, soit des fenêtres vous permettant de voir l'extérieur, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, voilà pour les principales préconisations, je dirais, à mettre en place. En fait, les dangers sur un cabinet comme ça, c'est les entrées et sorties, c'est-à-dire à l'ouverture et à la fermeture, et quand un patient sort. C'est-à-dire que quand un de vos patients vient de sortir, ça laisse la porte ouverte et c'est là où il y a l'intrusion. Donc, c'est des passages où il faut être vigilant et attentif. Alors, soit on s'équipe de moyens techniques, comme on vient de le dire, avec des caméras à l'extérieur, avec un déport à l'intérieur qui vous permettent de visualiser le parking et les extérieurs pour voir si vous pouvez sortir en toute quiétude. Ou on gère les sorties aussi des patients pour éviter les entrées, je dirais, intempestives de personnes qui vous veulent du mal, ou avec qui ça s'est pas bien passé juste avant, ou avec qui vous n'avez pas pu prendre un rendez-vous et lui, vous l'a tout pris, etc., etc., etc. Voilà. Voilà. Merci. Je vais reprendre toutes ces préconisations. Je les enverrai à l'ensemble des participants. Je vois une question de Monsieur Moreno.
Oui, merci beaucoup pour vos conseils. Du coup, par rapport au périmètre et au noyau de la maison médicale dans laquelle nous travaillons, j'ai craint qu'il y a beaucoup de ces recommandations qui ne sont pas suivies. Et j'ai aussi retenu un peu ce que vous avez dit. Si quelque chose, vous ne le sentez pas, suivre son instinct. Et qu'est-ce que je peux dire à tous mes consoeurs? Que vu que ces CAPS n'est vraiment pas du tout sécurité et que leur instinct les dit de ne pas faire des gardes, quel leur dire quand il y a la police qui débarque chez eux pour les obliger à faire des gardes? Parce que il y a un principe de contradiction, c'est que d'un côté, nous, on ne se sent pas en sécurité, et d'un autre côté, nous sommes réquisitionnés justement pour faire la garde. Et c'est ça qui, nous, on sent une malaise dans la profession, c'est que, bon, voilà, on a un peur. Est-ce que Vous êtes vous avez visité cadre? la maison médicale de Saint-Herblain? Oui. Alors, en plus, c'est moi qui y suis allé, donc bonne pioche. Et qu'est-ce que vous Euh, en pensez eh ben, j'ai fait tout un de tas de ces recommandations. locaux? Ok. J'ai fait tout un tas de recommandations. Si vous la connaissez bien, j'ai demandé à ce que déjà votre salle de pause elle soit fermée, puisqu'elle est ouverte à tout vent. Ok. Qu'il y ait un sas justement à partir de cette salle de pause et des deux salles de garde qui sont à l'arrière, pour que si jamais un patient sort, que vous puissiez avoir au moins le contrôle à l'intérieur par rapport à la salle d'attente, de vous faire rentrer ou non les patients sur votre espace de consultation. Vous avez des toilettes tout au fond dans lesquelles moi j'ai demandé à ce qu'ils soient fermés et qu'ils soient donc ouverts au public au niveau de l'accueil et que cette pièce-là serve de bunker en fait pour vous en cas de problème. C'est-à-dire de demander sur les deux pièces une ouverture pour que vous puissiez vous réfugier dans ces pièces-là en cas d'attaque ou en cas de problème, pour que vous soyez isolés et tranquilles. Voilà. C'est difficile pour nous d'entendre quoi faire en cas des problèmes. Quand nous avons eu justement un problème, en fait, nous, ce que nous demandons, et c'est comme vous avez mis dans votre topo, Madame Guézal, c'est que la prévention, en fait, vous avez visité les lieux, vous avez vu que c'est vraiment isolé de tout lieu de vie ou commerce de 20 heures à minuit quand nous sommes seuls et que nous avons probablement moins de 40 ans. Et nous sommes une femme, c'est 75% des médecins généralistes sont des femmes. C'est le même profil de la femme qui s'est fait agresser. Moi, l'ordre des médecins avait conseillé de faire un déménagement et peut-être changer de lieu. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plus pratique plutôt qu'aménager et faire des travaux, changer des lieux? Parce que même auprès de la police, même si on vous appelle, si on réussit, et je pense que les temps d'intervention seraient longs. Alors, il y a plusieurs questions à laquelle, dans votre phrase là. Moi, il y a des questions politiques à laquelle je ne peux pas répondre. Moi, on m'a demandé de sécuriser ce site-là, donc j'ai répondu à qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour que vous puissiez exercer dans des conditions plus sécurisantes et plus sécuritaires surtout. J'ai pas dit qu'il vous arrivera rien par rapport à ça, mais en effet. Merci de les clarifier. Donc, Oui, c'est oui, ça, non, c'est mais que personne peut nous moi, assurer de travailler en sécurité. C'est voilà. ça, Moi, c'est ce que j'entends. oui, mon travail, c'est de faire en sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité. Et quoi qu'il arrive, je dis bien quoi qu'il arrive, vous ne savez jamais à qui vous avez affaire. C'est très compliqué de le savoir. Et vous serez toujours exposé. C'est malheureux ce que je vais vous dire, mais en fait, ça fait partie du métier. Comme nous aussi, où des fois, on ne sait pas à qui on a affaire. Ça peut être quelqu'un de très calme, et puis finalement, il vous sort une arme, et puis bah, vous devez réagir. Et vous, vous venez Ça, c'est jamais notre tout seul. métier. Vous êtes toujours à deux ou à Voilà. trois. Ça Et pourrait nous, être une recommandation aussi, non? Qu'on soit toujours à deux ou à trois, hein? on a fait nos Non? recommandations. Moi, j'ai fait mes recommandations sur le site de Saint-Herblain, sur la CPAS. Après, c'est remonté au niveau de l'ARS et tout en haut. Je ne sais pas après les moyens qui seront débauchés pour que vous puissiez avoir ce type de protection que moi j'ai préconisé. Est-ce que ça coûtera moins cher de changer de site? C'est pas à moi d'avoir ces réponses. Hein, moi, on m'a demandé de faire le boulot sur Saint-Herblain, je l'ai fait. D'ailleurs, il y avait un de vos collègues qui était là, ou deux même, je sais plus. Oui, Euh, oui. Ok.
Donc, il a dû vous faire Et qui avait remonter. dit que notre cap, c'était pas prioritaire, qu'il y avait d'autres avant, à aménager avant le nôtre. Ça, je peux pas, hélas, moi, Ça, je c'est peux pas pas. notre sort à nous, hein. Nous sommes référents sûreté. On n'est pas là pour Oui, discuter tout du à sujet, fait. en fait. C'est pas du tout notre sujet. Tout à fait. Et Et c'est je vous Tout pas à fait, du tout tout à le fait. milieu de la Pardon. CPF, si je Souci au peux quotidien, oui. je Et peux je dire. comprends votre souci au quotidien, mais vous savez que si vous êtes agressé violemment, on a des temps d'intervention qui correspondent, alors la nuit un peu plus long, mais en journée, on avoisine les 3-4 minutes, ce qui est déjà très très court, mais très très long quand vous êtes agressé. Voilà. Et je pense que ce sera difficile de faire mieux. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne et je vois aussi que je pense qu'on a soulevé plein de questions et plein de pistes de travail. Je ne voudrais pas prendre plus de temps sur le temps de chacun. Par contre, j'ai des propositions à faire. J'ai bien entendu les idées de formation de professionnels de santé qui me paraissent vraiment hyper pertinentes et nécessaires au regard des échanges et de toutes les questions que ça a pu soulever. Je vais reprendre aussi toutes les préconisations que vous avez fait pour l'envoyer à l'ensemble des professionnels qui ont participé à cette visio et aussi de la CBTS. Je vous ferai valider pour être sûr d'avoir tout bien compris. Je propose qu'on renouvelle ce genre d'échange parce que je pense que c'est quand même intéressant et que ça soulève pas mal d'inquiétudes de la part des professionnels. Donc, se remettre à jour sur les préconisations, c'est toujours plutôt pertinent, je pense. Est-ce Moi, que Oui, je juste vous un petit laisse. truc. Moi, je vois qu'ils sont 5 là en bas. Là. Il faut qu'ils s'exercent. Il y a un agresseur, un agresseur il faut s'exercer comme on fait maintenant dans les banques, dans les grandes surfaces. Il y a une personne qui fait la tête de cochon, enfin l'agresseur, et puis bah, les autres travaillent autour de comment on gère le problème. C'est ce qu'on appelle faire des scénarios. Ça permet d'avoir les bons réflexes ou pas, justement, de trouver qu'on n'a pas les bons réflexes, de faire un peu de recul. Ça prend 10, 15, 20 minutes. On fait ça avant l'ouverture ou à la fermeture et c'est pas mal. Voilà. Et puis Nathalie, Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on se déplace sur un lieu et qu'on fait des préconisations, hein, dans le style qu'Olivier a fait et les préconisations que je vous ai fait oralement, il faut quand même essayer d'en mettre quelques-unes en place. Parce que vous voyez, par exemple, changer les bureaux d'emplacement, comme je vous ai indiqué, pour libérer la porte et pour que le médecin accède plus facilement à la sortie. Ça coûte 0 €. 0 €. C'est juste une organisation qu'il faut prendre le temps de faire. Voilà. Donc, il y a des tas de pistes comme ça, comme faire du sport de combat. Ça, c'est pareil. Ça coûte pas 0 €, on est d'accord. Mais c'est en même temps pour votre défense à vous personnellement aussi dans la vie privée. Ça peut être un moyen de décompresser aussi et ça peut vous être utile pendant votre profession. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des choses en place. Les films sans teint, c'est pareil sur les fenêtres. Ça coûte 10 € à tout casser et c'est vraiment important. Donc, essayez vraiment de mettre en place ce que vous pouvez bien évidemment, mais déjà dans un premier temps, ce qui est gratuit. après, au cas par cas, hein, nous, on a donné des choses de façon générale. On peut venir sur place, vous conseiller, n'ayez pas peur de nous solliciter. On a peut-être des choses à voir avec vous. Si vous êtes en zone gendarmerie, on vous enverra nos collègues gendarmes qui seront aussi aptes à venir vous aider on a suivi la même formation, c'est une des seules formations qui est commune entre la police et la gendarmerie, donc ils auront quasiment le même discours que nous, hein. Et donc n'ayez pas peur de nous solliciter ou de les solliciter. Voilà. Voilà, bah, écoutez, on n'a rien d'autre à ajouter. On est à votre disposition par mail ou autre. Et je vous enverrai, si vous voulez, mes préconisations, hein. Comme ça vous évitera de tout reprendre et tout réécouter peut-être. Super. Envoyez-moi un petit mail à la limite pour que j'ai bien votre adresse et comme ça, je vous envoie ça après. Excusez-moi, je vois une dernière question dans le chat. Si les gens qui restent veulent bien y répondre. Amandine qui nous indique qu'elle aurait aimé avoir un moyen pour le domicile et savoir si le DATI est possible à domicile. Alors, c'est peut-être pas le DATI, c'est peut-être un autre dispositif, mais il existe des dispositifs tout à fait qui permettent de lancer une alerte.
sur des numéros préenregistrés. Mais oui, ces dispositifs-là existent. Mais Avec des systèmes GSM, en fait. ouais. Moi, si elle veut, j'ai des infos sur ce dispositif. On le commence chez nous à SOS aujourd'hui, en fait. Et, enfin, un dispositif qui s'appelle Mon Shérif, je crois, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ouais, voilà, du coup, tu connectes un bip, ça écrit à un de tes collègues, deux bips, ça écrit à cinq. Je pense que pour le domicile, je pense que on a cherché plein de solutions. J'ai l'impression que c'est une qui répond quand même le mieux. Oui, oui, parce que le problème du domicile, c'est que nous, on souhaitait, avec le ministère et l'ordre, avoir une application qui puisse renvoyer un numéro vers la police, la gendarmerie, etc. Donc ça, c'est toujours en pourparlers. Là, l'application Shérif, elle alerte les collègues Elle alerte les collègues. qui peuvent tout de Moi, suite... ça fait un premier niveau d'alerte, en un fait. premier niveau d'alerte pour un C'est déjà cas pas mal. de médecin, ça peut être très intéressant, justement. Ils sont Tout à tous fait. en place. Nous, dans l'idée, vu qu'on est toujours deux de nuit ou en journée, il y a celui qui est de nuit, qui est au domicile d'un patient, s'il bip, il y a toujours un collègue, même s'il dort, il sera réveillé. Mais il est d'astreinte quand même, donc au moins on sait où la personne se trouve. Et enfin, Très bien. voilà. Et c'est sur abonnement. Ça coûte cher, hein, c'est sûr. Et ça coûte cher. Cher. Après, voilà, voilà, nous, ça nous évite de voir partir plusieurs collègues, là. Oui, oui, absolument. Merci beaucoup pour la réponse. Je vais me renseigner avec mes collègues. On fera parvenir les éléments si vous voulez aussi. C'est gentil. À recueillir. Est-ce qu'il y a une dernière question? On a déjà passé l'heure, donc je ne veux pas embêter, mais si toutefois vous avez une dernière question, je pense qu'on peut la prendre. C'est bon pour tout le monde? Eh ben, je vous remercie. Et puis, je vous souhaite à tous un bon week-end quand même sur ces paroles un petit peu inquiétantes. Non, c'est pas inquiétant. Ce qu'il faut, c'est se prémunir, se protéger, mais c'est pas plus inquiétant. Il faut juste être vigilant. Très Et bien. ne pas hésiter à écouter son sixième sens. Oui. Très bien. Et je vous remercie pour vos interventions et je pense que les professionnels n'hésiteront pas à vous solliciter. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Merci Au à revoir. vous. Merci. Merci, au revoir.